La paracha de Noach, de Noé, est la deuxième section hebdomadaire de la Torah. Évidemment, l'essentiel de la paracha se concentre sur les péripéties de l'humanité, le déluge, la tour de Babel. Et pourtant, la paracha se termine sur une partie qui est peut-être, certes, la plus courte en nombre de versets, mais certainement la plus importante dans l'histoire qu'elle nous raconte pour la suite des événements. La question que tout le monde peut se poser, c'est à quoi sert la Torah écrite ? Et il est évident que la Torah écrite, le Pentateuque, ne vient pas expliquer comment se comporter au quotidien dans la loi juive. Ça, ce sera le rôle de la Torah orale. La Torah écrite vient nous expliquer qui est le peuple d'Israël, le peuple juif, que Dieu a choisi pour remplir un rôle de trait d'union entre le Créateur et la créature. Eh bien, dans notre paracha, la paracha de Noach, qui voit une décadence de l'humanité, eh bien, il faut pouvoir proposer une réparation. La fin de la paracha, c'est donc l'avènement de cette identité qui va devenir le peuple d'Israël. Et c'est sur ça que j'aimerais me concentrer aujourd'hui. Dans la fin de notre paracha, nous voyons les généalogies de la famille de Shem. Shem, vous savez, l'un des fils de Noé. Et pourtant, il va falloir s'arrêter 2 petites secondes sur le nom de ce Shem. Shem veut dire le nom. Le nom qu'on donne à quelqu'un veut dire son objectif. Ne dit-on pas en français « je fais cela au nom de ». En hébreu également, les Shem, Shamaim par exemple, au nom du ciel. Le nom, c'est donc l'objectif. Cette généalogie, cette dynastie, celle des Sémites, a donc pour rôle d'apporter un objectif, un but à la création, un but au monde. Et lorsqu'on va voir ces différentes généalogies, eh bien on va voir que ce sont des personnages très particuliers. Shem a un fils qui s'appelle Arpachshad. Pas grand-chose à dire sur lui, d'ailleurs son nom est difficile à prononcer. Ensuite, il y a un fils qui s'appellera Shelach, Lishloach, Shaliach, c'est-à-dire l'envoyé, l'émissaire. Semble-t-il que cet objectif de Shem va être rempli par celui qui est envoyé pour remplir cet objectif. Shelach va avoir un fils qui s'appellera Ever. Ever va devenir le chef de la famille. Ever va créer un peuple. Ce peuple, tout naturellement, en hébreu, s'appelle les Ivrim. En français, on dira les Hébreux. Mais vous savez que ce peuple hébraïque est connu de l'archéologie. On l'appelle les Habirous, les Hébreux. Et ce peuple hébraïque a une particularité. Quelle est cette particularité ? Quel est l'objectif ? Nous avons dit faire le trait d'union. Comment faire ? Ever va avoir un fils qu'il appellera Peleg. Peleg, c'est la séparation, nous dit la Torah, car dans sa vie à Peleg, il y aura l'épisode de la tour de Babel, de la séparation des communautés humaines. Et la question du Talmud est, mais comment le sais-tu ? Lorsque tu vas nommer ton fils Peleg, il n'y a pas encore eu la tour de Babel. Comment donc le sais-tu ? Eh bien, la conclusion est toute simple. Ever était donc prophète. Et c'est là l'objectif de cette famille, ramener la prophétie dans le monde, c'est-à-dire le dialogue entre le Créateur et la créature. Et donc, suite à la génération de la tour de Babel, eh bien, Peleg va amener comme nouvel objectif de réparer la fraternité, de réparer l'unité du monde. Et donc, eh bien, Peleg va avoir un fils qu'il va appeler Réou. Réou, ça veut dire la fraternité. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain, ton frère, comme toi-même. La fraternité, c'est beau, mais est-ce qu'elle est à toute épreuve ? Réou va avoir un fils qui s'appellera Séroug. Séroug, vous savez, c'est comme une kippa srouga. C'est-à-dire, Séroug, ça veut dire entremêlé, tissé. Il ne s'agit pas simplement d'une fraternité, mais il s'agit d'une fraternité qui n'est pas destructible. Ensuite, Séroug, eh bien, va avoir un fils également. Et là, on se dit, une fois que la fraternité est posée, tout va bien. Oui, tout va bien. C'est pour ça qu'on va pouvoir amener finalement à la correction de ce qui était à l'époque du déluge. Et donc on va l'appeler Nachor. Nachor, c'est quelque part le descendant de Noach. Nachor aura un fils qui s'appellera Terach. Alors Terach en français, on l'appelle Taré. Bon, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais Terach est donc le descendant de la dynastie hébraïque. Terach est un Hébreu. En tant que tel, il porte en lui tous les espoirs du message de cette dynastie. Et d'ailleurs, nos sages vont nous expliquer dans le livre de Bereshit Rabbah que les nations comprennent que Terach est celui qui peut faire le lien avec la divinité. Nous dira le Midrash que Terach était vendeur d'idoles. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vendeur d'idéologie. C'est-à-dire que les nations comprennent que cet Hébreu-là
est celui qui peut les connecter à Dieu. Et le problème, c'est que Terach, l'hébreu, habite dans un pays qui n'est pas le sien. Il vit à Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, cela veut dire Ur, la ville de Ur, qui est la capitale des Chaldéens. Vous savez, en Mésopotamie orientale. Mais le problème, c'est que ce n'est pas son pays. Car les Hébreux ont un pays. Quel est ce pays? Eh bien, je vous le donne en mille. Le pays des Hébreux, c'est la terre d'Israël. Comment le savons-nous? Pour ça, il faut se projeter à la fin du livre de Béréchit. À la fin de la Genèse, lorsqu'il y a l'épisode avec Yosef, eh bien, Yosef dira au grand échanson de Pharaon, lorsqu'il sort de prison, il lui dira « Je te demande de parler en ma faveur à Pharaon d'Égypte. Et dis-lui que j'ai été kidnappé de la terre des Hébreux. » En d'autres termes, c'est une histoire qui se passe à peine 150 ans plus tard. Eh bien, on peut voir ici que Pharaon d'Égypte, c'est-à-dire le roi de la superpuissance de l'époque, connaît très bien la terre d'Israël comme étant la terre des Hébreux. Et il est évident qu'on ne peut pas parler de terre des Hébreux simplement pour Jacob et ses 12 enfants. Au niveau international, au niveau du droit international de l'époque, eh bien, il était clair que la terre d'Israël était la terre des Hébreux. Donc si les Hébreux se retrouvent maintenant à Ur, en Chaldée, eh bien, cela veut dire qu'ils sont en exil. Le début de l'histoire de la famille hébraïque, c'est le début d'une histoire de sortie d'exil. Terach est installé, mais il va y avoir un événement qui va lui faire prendre conscience qu'il doit revenir à ses origines. Quel est cet événement? L'antisémitisme, ou devrais-je dire l'anti-ivriisme, l'anti-hébraïsme. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui est plus connu. Comment je le sais? Eh bien, la Torah nous dit que le fils de Terach, Haran, va se faire tuer, va mourir du vivant de son père dans la four des Chaldéens. Alors il y a toute une histoire racontée par le Midrash, une histoire sous fond de monothéisme, mais il n'empêche que Haran va succomber au fanatisme antisémite. Suite à cet événement tragique, eh bien Terach décide de prendre le reste de la famille hébraïque et de partir. Partir où ça? En terre de Canaan. Pourquoi? Eh bien la terre de Canaan, la terre d'Israël, comme nous l'avons expliqué, c'est la terre de ses ancêtres. Et donc Terach, en bon sioniste politique laïque, décide de rejoindre la terre de ses ancêtres. Il prend avec lui le fils de Haran, Lot, il prend avec lui également Avraham, son autre fils, et sa femme. Mais attendez, il y a un autre fils. Oui, Terach a un autre fils qui s'appelle, lui aussi, Nahor, comme le grand-père. Il ne le prend pas avec lui. Pourquoi cela? Eh bien, on apprendra plus tard que Nahor était déjà parti de Ur depuis longtemps. Il avait certainement senti le vent tourner, il avait compris que l'antisémitisme là-bas à Ur était grandissant et que la Shoah allait arriver. Et donc il est parti. Il est parti où? À Haran. Haran, c'était la grande ville cosmopolite de l'époque. Il va même en devenir le roi. Nahor est donc le juif cosmopolite, le juif qui va décider d'aller créer sa nouvelle Jérusalem outre-Atlantique. Donc finalement, nous avons une famille hébraïque qui fuit l'exil à cause de la persécution, qui a un idéal, on va dire, historico-politique, et nous avons un autre représentant de cette identité qui est la victime de l'antisémitisme. Nous avons le fils de cette victime qui n'est autre que cet homme qui s'appelle Lot. Lot, ça veut dire voilé. On ne sait pas trop quel va être son avenir, lui-même ne sait plus trop quelle est son identité. Et puis nous avons un juif qui a décidé, un juif évidemment entre guillemets, qui a décidé d'embrasser la cause cosmopolite. Et dans tout cela, nous avons un quatrième destin, c'est celui d'Abraham. Abraham, la Torah nous dit que lorsqu'ils sont arrivés à Haran, partant de Ur pour arriver jusqu'en Eretz Canaan, il ne faut pas traverser le désert, car à l'époque on ne traverse pas des déserts sans eau, donc on fait le tour avec le fleuve. De Ur, il va passer par Haran et là-bas il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il retrouve son fils qui était parti depuis longtemps. Et ils arrêtent la progression et ils vont rester s'installer là-bas. Finalement, c'est peut-être pas si mal de s'installer à New York, jusqu'au moment où Dieu se révèle à Abraham et lui dit il faut continuer le projet. Et Abraham sera celui qui va continuer la marche depuis Haran jusqu'à la terre d'Israël. Pour retrouver la terre de ses ancêtres, mais surtout pour coller au projet divin. La paracha de Noach se termine sur l'éclosion de la famille d'Abraham qui va revenir en terre d'Israël tout simplement pour accompagner, réaliser, réussir le projet divin et de là devenir un phare pour l'humanité. Abraham, le peuple hébreu en terre d'Israël, c'est la solution pour rattacher l'humanité à son Créateur.